Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la comptabilisation des stocks en mode plus avancé, c'est-à-dire en tenant compte des variations du coût d'acquisition et aussi du coût de transport en acquisition. Le matériel se trouve ici, donc normalement, là, je suis en train de tourner la vidéo, il y aura ici des liens vers les vidéos que je fais. On a deux documents pour cette présentation, le document Excel qui est ici et les solutions des exemples 3 et 4 qui se trouvent ici. Donc, sans plus tarder, utilisons ce fichier d'exemple qu'on a ici. Donc, les hypothèses de base qu'on a étudiées en début de session proposaient un coût d'acquisition constant. Ça rendait facile l'évaluation du coût de stockage. Étant donné que le coût d'acquisition est constant, que le taux du coût de stockage est constant, on avait un coût de stockage unitaire périodique constant. Maintenant, il va falloir ajouter un peu de réalisme dans notre approche. Et ce qu'on remarque d'emblée dans ce fichier, c'est qu'on a quelque chose de nouveau ici. On a un paramètre périodique de coût unitaire d'acquisition. On voit comment chaque unité a un coût qui peut varier d'une période à l'autre. On passe de 2000 à 3000 à 2500 à 2000. Cela nous force à mettre à jour la valeur unitaire de notre stock. Et ça, c'est assez important en comptabilité de management. On veut évaluer le stock et pour ce faire, on utilise une valeur unitaire moyenne en stock. Avec les systèmes modernes d'inventaire informatisé, il serait possible de retracer exactement la valeur de chaque unité acquise pour obtenir exactement la valeur totale du stock. Mais dans la pratique, je n'ai pas été témoin de ça fréquemment. On utilise encore des approches de base. Il y en a quelques-unes. Moi, je propose celle qui est la plus utilisée, c'est la moyenne pondérée. On pourrait aussi utiliser là, la méthode first in, first out, où les plus vieilles unités sortent en premier, ce qui fait qu'il va falloir tenir compte de la valeur des plus vieilles unités qui sortent en premier pour tenir compte plus de la valeur des nouvelles unités. Ici, c'est vraiment la méthode la plus répandue, c'est la moyenne pondérée. Et on va tout de suite voir là, à cette ligne comment ça se passe. Ce qu'on remarque donc, il y a trois lignes de nouvelles qui sont nouvelles en fait. La ligne 6, coût unitaire d'acquisition, qui est un paramètre périodique qui peut varier. Valeur unitaire d'acquisition, qui est un calcul qui met à jour la valeur unitaire de l'acquisition. Et on a aussi ici le coût d'achat total. Donc, lorsque j'achète, j'engendre un coût d'achat pour la période donnée. Étant donné aussi que le coût d'achat est pas constant, donc il est variable d'une période à l'autre, le moment où j'achète peut faire en sorte que mon coût d'achat va changer, le coût d'achat total, au lieu d'être constant, il va changer. Et ça fait en sorte que le coût d'achat est maintenant un coût pertinent. Donc voilà pourquoi il se retrouve ici. Il faut en tenir compte parce que acheter 20 unités, ici, recevoir 50 unités à la période 1 au lieu de la période 2 me coûte 33% plus cher que si j'avais reçu plus tard. D'accord? Alors, on a ça qui est nouveau. Ça va? Donc, le coût total tient maintenant compte du coût d'achat puisqu'il est variable. Il n'est pas constant. Allons-y donc avec le cœur de la matière d'aujourd'hui, c'est-à-dire le calcul de la moyenne pondérée qui est ici. Okay? Donc, lorsque je reçois 50 unités, je dois calculer le coût d'achat total de ces 50 unités. Donc, on a ici, pour cet exemple très simple, on fait simplement le calcul, donc 50 unités fois le coût d'achat de la période, le coût d'achat unitaire de la période. Le prix était donc de 3000, ce qui fait qu'on a 50 fois 3000. Ça va? Ça, c'est le coût total périodique et ça sera comme ça à chaque période quand j'ai des achats. Maintenant, allons au cœur de la bête. Qu'est-ce qui se passe ici lorsque je dois mettre à jour la valeur unitaire de mon stock?
C'est une moyenne pondérée, c'est-à-dire que je dois évaluer la valeur totale de mon stock, la valeur de départ, c'est-à-dire la valeur à la période précédente. Je dois ajouter la valeur reçue, le 150 000. Et étant donné que c'est une moyenne pondérée, je dois diviser le tout, donc le total, par le nombre d'unités totales considérées. Dans ce cas-ci, c'est 20 plus 50. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, étant donné qu'on va avoir une division ici, il faut se protéger des divisions par zéro. On n'a pas le choix. Dans cet exemple-ci, ça n'arriverait jamais. J'aurais pu faire l'exemple sans le si. Ça va? Maintenant, au niveau où nous sommes, le si, ça va, ça ne nous fait pas peur. Donc, on le considère. C'est simplement si D11 est supérieur à 0. Ça va? Sinon, j'aurais aucune unité en stock. Ça ne servirait à rien de calculer le stock, la valeur unitaire du stock. Alors, le cœur de la bête, il est là. Et je suis en train de le sélectionner. Et ça, c'est simplement une moyenne pondérée. Une moyenne pondérée considérant C8 fois C9. Donc, le C8 fois C9, ça me donne la valeur totale du stock de départ. Donc, le stock de fin à la période précédente. 20 fois 2500. Ça, c'est la valeur totale de ce que j'avais. D13, c'est la valeur totale de ce que j'ai reçu. Donc, j'ai une valeur totale de mon stock et je divise cela par la somme des unités considérées, c'est-à-dire le 20 plus le 50. Donc, c'est une moyenne pondérée. Et c'est la même formule qui se répète comme ça, qui se met à jour en fonction de nos paramètres. Premier morceau de la théorie, donc, comment tenir compte d'un paramètre de valeur d'acquisition périodique variable, donc d'un coût unitaire d'acquisition périodique variable. Deuxième morceau de notre théorie, qui met fin en fait là, à la théorie du cours, c'est comment tenir compte des coûts de transport. Eh bien ça sera traité premièrement à l'exemple 2 ici. Donc, le coût de transport à l'achat. Ça, c'est si, par exemple, explicitement, vous payez le coût de transport. Il n'est pas inclus dans le coût d'achat, donc ce n'est pas livré, coût de transport inclus. D'une manière ou d'une autre, ça coûte quelque chose en achat. Ici, on a un exemple simple. Le coût de transport, c'est simplement 310 plus 0,62 l'unité. On a aussi quelque chose d'intéressant dans ce cas-ci. Les unités d'achat sont les mêmes que les unités de transport. C'est quelque chose d'assez simple. Mais la stratégie, ça sera exactement la même. Il va falloir injecter le coût de transport dans le coût total d'acquisition. Okay? Dans cet exemple-ci, on confond le coût total d'acquisition entre coût d'achat et coût de transport. Peut-être que dans certains cas, on va vouloir le ventiler, ce coût. Donc, avoir une ligne coût de transport, une ligne coût d'achat. Ça ne change rien à notre approche. La problématique demeure la même. Donc, on injecte le coût d'achat dans le coût de transport. On fait le contraire. On injecte le coût de transport dans le coût d'acquisition. OK, on va y aller étape par étape. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a encore une ligne coût unitaire d'acquisition, donc le prix d'achat peut changer d'une période à l'autre. On a nous-mêmes ajouté une ligne pour mettre à jour notre valeur unitaire du stock, comme on a vu précédemment, et on a ajouté ici une ligne coût total d'acquisition périodique. On voit ici qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'unité reçue, donc il n'y a pas de coût d'acquisition. Okay? D'où l'idée d'un si qui était ici. Là. Donc, on ajoute le si. Dans l'exemple 1, il n'y avait pas ça. Okay, on ne s'était pas posé la question. Là, on a ajouté un petit si pour s'assurer d'avoir quelque chose qui est plus logique, plus cohérent. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va le faire à rebours, donc, puisque ça va être la même chose? On est d'accord? C'est une moyenne pondérée, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On a le stock en main fois la valeur unitaire d'acquisition, plus le coût total d'acquisition divisé par le nombre d'unités totales considérées, c'est-à-dire les unités en stock à la période précédente, plus les unités reçues. Okay? Donc ça, c'est notre moyenne pondérée. On l'a vu à l'exemple précédent, ce n'est pas ça qui est nouveau dans cet exemple-ci. Ce qui est nouveau, c'est l'inclusion d'un coût d'achat dans notre effectivement, dans notre
Hmm. Oh, c'est joli ça. Ah, voilà, je me suis surpris, je m'excuse. Là, il y avait une hypothèse d'un décalé, c'est-à-dire que on doit payer le coût d'achat à la période de commande. Tandis qu'ici, on n'avait pas fait ça. On payait le coût d'achat à la période reçue. Il n'y avait pas de délai de livraison. Donc, je m'excuse, il y a deux choses qui sont nouvelles ici. L'hypothèse de prix d'achat payé lors de l'achat et le coût de transport. Voilà le décalé en question. Alors, allons-y, on va analyser cette formule. Donc, s'il y a réception, ceci, il veut simplement dire s'il y a réception, F16. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux morceaux qui sont ici. Okay? On va commencer par calculer le coût d'achat. Et là, on a utilisé, peut-être que c'est nouveau dans votre formation, on a utilisé une formule Excel très pratique, le décalé. C'est-à-dire que on s'est dit, on va considérer le prix d'achat, on va faire F16, donc le nombre d'unités, premièrement, 350 fois le prix d'achat à la période de commande. Donc, on a utilisé le décalé, c'est-à-dire qu'on prend la période en cours, on doit reculer, donc le moins est là. Le zéro qui est ici, c'est qu'on ne change pas de ligne. On ne fait que changer de colonne. Donc, ça fait référence, ligne, colonne. On fait moins le délai de livraison. Donc, ici, on va reculer de 2, ce qui fait qu'on a 11,50 ici qui change, qui fait changer le coût d'achat, qui influence le coût d'achat. Le deuxième morceau, c'est le coût de transport. Juste à titre de démonstration, je vais simplement venir ici. Regardez ce qui se passerait si je changeais le coût d'achat ici. Le 4552 prendrait une autre valeur. On voit, d'accord? Parce que le décalé nous amène exactement là. Okay? Si je fais 100, okay, on change. Donc, je fais CTRL-Z deux fois pour revenir à 11,5. Ça va? Je reviens au deuxième morceau, donc. On a maintenant un coût de transport. Pour vous, logisticien, c'est un coût de transport très simple. C'est un coût fixe, J12, qui est ici, le 310, plus un coût variable, qui est F16, le nombre d'unités reçues, qui est là, fois le coût variable de transport, J3. Ça va? Euh, donc, ce qui nous donne une valeur totale d'acquisition qui tient compte du coût d'achat à la période de commande et du coût de transport à l'achat. OK? Il reste deux exemples ici. Donc, avec certaines lignes qui sont vides et une problématique qui est relativement là, plus réaliste, plus développée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais interrompre la vidéo maintenant et je vais reprendre en partie 2 la résolution de ces exemples avec vous. À tout à l'heure.